Bonjour, Jean-Louis Valtret, donc je suis universitaire et je me suis pas mal occupé d'insertion professionnelle des étudiants. On a entendu ici, les élèves sont déscolarisés, ils sortent sans diplôme, etc. etc. Donc je parlerai donc au nom de l'un des représentants du système éducatif qui est dans la salle. Donc qu'est-ce qu'il faudrait changer ? Ben, moi, j'ai essayé de faire modestement, à la responsabilité que j'avais, de faire un certain nombre de choses. Qu'est-ce qu'il faudrait changer dans le système éducatif et pas seulement, comme disait Julie Coudry, pas seulement une fois que c'est fini, qu'on a constaté que les élèves n'ont pas de diplôme. Qu'est-ce qu'il faudrait changer dans le système éducatif, dans les filières, dans l'organisation de l'école, des lycées, des universités, pour que finalement les jeunes ne se retrouvent plus en difficulté, mais soient mieux armés par rapport au marché du travail et aux entreprises. Il y a beaucoup de choses déjà qui ont été faites au niveau de l'université et on peut considérer que la réforme de l'université va dans le bon sens, dans le sens où elle structure à la fois des filières qui sont beaucoup plus mobiles et qu'elle rapproche l'université du monde de l'entreprise en mettant en plus une notion d'évaluation de l'outil productif, de compétences par rapport à la demande du marché. Et il faut qu'on fasse ça dans d'autres filières. Aujourd'hui, on a un sérieux sujet sur le collège, où en gros, on a deux voies. On a structuré, cloisonné une voie généraliste, où on privilégie un enseignement général, en considérant que cet enseignement général va préparer à apprendre. Et moi, je considère que ce n'est pas forcément le cas. Ce qui est important, de plus en plus, c'est d'apprendre à apprendre. Chacun des jeunes qui est aujourd'hui en train de se poser la question de comment rentrer dans le marché du travail va avoir plusieurs carrières professionnelles. Il va changer de métier, changer d'entreprise. Et donc, ce qui est important pour le futur, c'est bien sûr avoir la capacité de rentrer dans le premier métier, mais après, de continuer à apprendre et d'évoluer dans la vie professionnelle. Donc, être capable d'apprendre aux jeunes à apprendre, c'est plus important et c'est pas nécessairement une filière généraliste. Donc, s'attaquer au cloisonnement du collège entre des filières royales généralistes et des filières secondaires technologiques ou professionnelles, c'est clairement le deuxième chantier. Et puis, je dirais qu'il faut qu'on travaille sur l'orientation. Je l'évoquais tout à l'heure. Aujourd'hui, on a des jeunes qui font des choix par défaut et un peu à l'aveuglette sur ces sujets-là. Les gens qui orientent les jeunes, ils ne connaissent rien à l'entreprise. Ils n'ont jamais travaillé en entreprise. Mais ils ont une opinion sur les métiers d'entreprise. On ne peut pas continuer à faire ça. Et donc, il faut rapprocher les entreprises de l'école et le faire sans avoir cette méfiance terrible entre des uns vis-à-vis des autres, qui est aussi un des cloisonnements auxquels on a à faire face. Je suis une jeune et vieille étudiante en sciences de l'éducation. J'ai fait une valorisation des acquis en L3 sur Lyon. Donc tout ce que vous me dites, vous parlez d'apprendre à apprendre, vous parlez des compétences procédurales, vous parlez de la Manu, c'est vraiment mon domaine quotidien, c'est mon brainstorming perpétuel. Alors il y a une chose sur laquelle justement je voulais rebondir, c'est comment se fait-il quand même qu'on n'arrive pas à réconcilier ce monde de l'entreprise et ce monde de l'éducation ? Ça, c'est la première chose, puisque le fond du problème, il est là. On touche à la liberté pédagogique. Quand est-ce que l'enseignant va oser franchir le pas et se dire « Effectivement, je peux me remettre en question, mais je ne prends pas de risque. Je vais vers l'inconnu, je vais vers quelque chose que je ne connais pas, mais peut-être que je vais y arriver. » Et on peut effectivement envisager ce partenariat avec les entreprises. Et puis, un autre mot dont vous n'avez pas parlé, dont j'ai beaucoup entendu parler dans ma formation, c'est le mot « projet ». La pédagogie de projet, il faut avoir un projet. Et je pense que ça serait peut-être bien qu'on arrive à inciter d'abord les enfants, vous parlez de la maternelle, mais déjà développer peut-être des idées de projet sur ce que va être le monde de demain. À ce moment-là, on peut peut-être arriver à leur dire, ben voilà, quelle serait ma place demain dans ce monde. Donc on part sur le savoir, on arrive à avoir un savoir-faire et un savoir-être qui a à la fois un équilibre entre le monde de l'entreprise et ce que nous, on souhaite. Parce que finalement, il faut arrêter de vivre à l'époque des Lumières en disant le bien-être, effectivement, c'est vachement important. Il faut qu'on soit bien dans nos baskets, c'est évident. Mais malgré tout, il y a une réalité économique. Donc pourquoi ne pas, effectivement, et ça rejoint monsieur, former sur cette réalité économique en disant, ben voilà, si tu adores dessiner, tu peux faire la sérigraphie, tu peux faire telle ou telle chose. Si tu aimes faire du commercial, effectivement, pourquoi ne pas vendre tel ou tel produit ? Il y a de nouvelles filières dont vous parliez, trouver des coordinateurs qui permettent de faire le lien pour les apprentissages. Voilà, c'est un peu... Merci de votre intervention. Stéphane Carcio, vous vouliez dire quelque chose ? Pour répondre pour rebondir sur cette remarque, je crois que les enseignants
connaissent pour une grande part d'entre eux assez mal le monde de l'entreprise, donc il faut les aider à le découvrir. Je crois également qu'ils n'ont pas beaucoup de temps aujourd'hui dans le système actuel, que ce soit à l'école, au lycée ou au collège. Ils ont des programmes extrêmement fournis, avec des matières qui sont extrêmement cloisonnées, dans lesquelles il faut remplir un programme. Donc il y a des contraintes un peu de tous les côtés. Il n'est pas facile pour eux d'aller en plus à la découverte de l'inconnu. Pour ça, il faut les aider, il faut changer le cadre. Ils auront beaucoup de mal à faire ça par eux-mêmes si on n'ouvre pas les portes pour eux et si on ne laisse pas des marges de manœuvre dans le choix également de ce qu'ils vont apprendre et enseigner. Je crois que ça, c'est un point qui est vraiment très important. Aujourd'hui, le lycée et le collège est extrêmement cloisonné. On enseigne de manière très académique, avec des enseignants qui sont évalués eux-mêmes sur un domaine très académique et très pointu, où il faut qu'ils enseignent telle partie du programme, avec telle connaissance. Ils ont très peu de marge de manœuvre. Donc je pense qu'il faut vraiment décloisonner tout ça. Il faut qu'au collège, il y ait beaucoup plus de liberté de la part des jeunes, et aussi du côté des enseignants, pour aller à la découverte de ce que va être leurs années futures d'études et d'apprentissage. Et évidemment, ce qui est le cas au collège est aussi le cas à l'université, même si l'université se rapproche peu à peu, comme l'a rappelé Julie, de l'entreprise. Mais moi qui suis enseignant-chercheur au départ, moi, quand j'ai commencé à enseigner à l'université, je n'ai jamais eu un seul contact avec une entreprise. Et il n'était même pas question pour mes étudiants de faire un stage. Et je crois que ça, c'est en train de changer à l'université. C'est en train d'évoluer, et ce qu'il faut maintenant, c'est que ça change aussi dans l'école, jusqu'au lycée et au collège aussi, et qu'on laisse un peu plus d'espace à tout le monde pour respirer, comme l'a dit Yann Sonnet, qu'on ait un peu plus d'espace pour respirer, pour faire des expériences, pour aller à la découverte du monde de l'entreprise, et pas seulement du monde de l'entreprise, du monde, je pense aussi. Par rapport à ces jeunes en difficulté, pensez-vous qu'une formation devrait être mise en place afin que ces jeunes en difficulté puissent connaître leurs atouts ? D'ailleurs, ça, tout à fait, et d'ailleurs, ça existe en fait. Enfin, il y a une expérimentation qui a été faite. Enfin, il y en a sûrement d'autres, hein, mais je pense à une. C'est, vous connaissez sûrement les missions locales, donc qui accueillent un certain nombre de jeunes qui sont en difficulté. Et il y a eu une expérimentation pour changer complètement la pratique de ces missions locales. En gros, je vais être caricaturale, pardon pour ceux qui éventuellement ne pratiquent pas comme ça, mais il y a des missions locales où en gros tu viens, t'as pas de diplôme, t'es en galère. Écoute, la boîte de bâtiment à côté, ils cherchent du monde, donc tu vas peut-être avoir un boulot. Donc on va pas non plus trop être plus royaliste, on va pas être plus royaliste que le roi. Tu vas pas non plus me parler de tes envies, hein. Déjà, va prendre un boulot, ce sera déjà bien. Puis t'as pas de diplôme, t'es en galère, donc prends ce qu'il y a. Ce qui n'est pas forcément ce qu'il y a de plus efficace pour le travail que le jeune va fournir, évidemment, dans le fait de pouvoir se développer derrière. Et donc, du coup, il y a cette expérimentation qui s'appelle le groupement des créateurs, qui a décidé de changer la logique en disant, voilà, si tu voulais créer une entreprise, ce serait quoi ? Et donc, il commence à poser des questions aux jeunes qui sont dans cette situation de difficulté, de ses idées, de ses envies. Souvent, quand tu parles de créer une entreprise, tu vas penser à des choses que tu sais faire ou des choses que tu as repérées. Et donc, tout d'un coup, le jeune qu'on stigmatise un peu comme jeune en difficulté, il va se retrouver en position de repérer qu'il a des idées, qu'il a des envies, qu'il a des savoir-faire. Et ensuite, tout le travail, ça va être qu'il découvre un peu quelles sont les réalités du marché du travail. Est-ce que c'est possible ? Est-ce que c'est pas possible ? Donc, c'est pas juste un truc idéaliste en disant « dis-moi ton métier de rêve », mais en construisant ce projet, donc on rejoint sur ce que disait Madame, la logique de projet, ce projet, soit de création d'association ou de création d'entreprise, c'est des rêves, c'est des idées, c'est des talents, mais c'est aussi ancré dans quelque chose de réel. Et petit à petit, ils amènent le jeune à se rendre compte si c'est vraiment possible ou pas. Et peut-être qu'il va aller bosser dans l'entreprise du bâtiment d'à côté pour avoir une expérience de 3 ans, mais parce qu'il aura en tête un projet professionnel pour aller ailleurs après, quelque chose qui soit vraiment connecté à lui, à ses atouts et aussi à ses rêves. Donc moi je trouve que cette expérimentation, elle est passionnante, ça rejoint beaucoup ce qu'on fait à la Manu. Et pour une fois, on est sur les mêmes approches pour des gens qui sont à l'université et d'autres pas du tout diplômés. Donc je crois que quand on part des atouts, peut-être qu'il y a des choses à faire qui relient les publics
en simplement se disant que chaque personne a des forces, des atouts, comment est-ce qu'on arrive à les mettre en mouvement et en projet, et que ça reconnecte aussi un petit peu la réalité. Alors moi, ma question, c'était, est-ce que les seniors n'ont pas un rôle vraiment important à jouer dans cette réconciliation des entreprises et de l'université? Alors, je voudrais prendre un exemple. À l'université d'Aix-Marseille, il a été créé un diplôme universitaire d'aide à l'insertion professionnelle qui consiste en 2 choses. D'une part, de permettre à des étudiants qui sont en licence 3, master 1, master 2, de sciences humaines ou de lettres, de pouvoir apprendre ce que c'est que l'entreprise, donc le savoir, mais aussi le savoir-faire et le savoir-être. Et à côté de ça, on a fait un partenariat avec des parrains qui sont des anciens cadres dirigeants qui mettent leurs connaissances, leur capacité d'écoute et leur connaissance donc du marché pour aider ces jeunes étudiants à faire valoir leurs différences dans le monde des entreprises. Françoise Gris. Oui, alors J'ai envie de vous entendre. Ça fait partie des solutions, mais je crois que les solutions sont multiples. Bien sûr, les seniors peuvent aider à être des mentors, décoder l'entreprise. Il y a des codes dans l'entreprise. Et bien souvent, c'est une des choses où les jeunes ont une difficulté, c'est savoir qu'il y a des choses qui se font et des choses qui ne se font pas. C'est juste ou c'est pas juste, mais néanmoins, c'est souvent une clé pour pouvoir s'intégrer dans le marché du travail. Donc bien sûr, les seniors ont un rôle. Je crois que les clés, c'est décloisonner, c'est rapprocher, c'est en finir avec cette culture de la méfiance qui a instauré toute une série de barrières à des endroits où elles n'ont pas lieu d'être et où au contraire il faut mettre en place des ponts. Il y a une méfiance de l'éducation nationale et d'un certain nombre de professeurs vis-à-vis des entreprises. Il y a aussi une sérieuse méfiance de la part des entreprises vis-à-vis de l'éducation nationale. Il y a une rupture entre les jeunes et les moins jeunes. Donc il y a beaucoup de cloisons. Et c'est un peu la culture française, hein, ça par contre. C'est on trie, on classifie, voilà. Et le monde de demain, c'est pas ça. Donc oui, les seniors peuvent aider, mais un peu plus seniors que des gens qui sont déjà dans l'entreprise et qui viennent de faire leur insertion et qui ont une trentaine d'années, ils peuvent aider aussi énormément. Des cadres peuvent aider d'autres collaborateurs. Il peut y avoir des dialogues plus informels. Il faut multiplier les opportunités de contact, d'échange et de pont entre ces différents univers, au lieu de segmenter, cloisonner, rigidifier. Un mot pour aller vraiment dans le sens de ce qui vient d'être dit, je crois qu'il y a quelque chose de fondamental dans la rencontre entre les personnes. Moi, dans le cadre de mon activité, j'ai vu un recruteur qui rencontre un étudiant en 2e année de philosophie où il dit mais ça sert à rien, un étudiant en 2e année de philosophie. À la fin, il a envie de le recruter parce qu'il a rencontré une personne avec des envies, avec une énergie, avec des savoir-faire, ou encore quelqu'un qui témoigne de son métier de boucher et qui passionne des gens qui se seraient dit mais moi boucher jamais de la vie. Donc je crois que la rencontre entre les personnes, elle est fondamentale pour créer effectivement ces liens que vous évoquez.